Le clash Gap Roger du 1156 a vraiment fait des dégâts, mais du genre irréversible. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse et la revue chapitre 1157 qui se nomme le bar légendaire. Les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors, ce chapitre 1157 de One Piece continue de suivre la trame lancée par Oda qui concerne le flashback de Erbaf. Du coup, on continue dans là où on s'était arrêté au 1156 car on en apprend un peu plus sur les Rocks et leurs péripéties. Bon, avant d'aller plus loin, on va quand même dire 2-3 mots sur la page de couverture qui reprend la mini-histoire sur le personnage de Yamato, étant donné que lors des 2-3 derniers chapitres, on n'avait pas eu la mini-histoire sur le personnage de Yamato. Du coup, on reprend de plus belle avec la mini-histoire sur le personnage de Yamato et on en apprend un peu plus sur le soi-disant héros originaire de West Blue. Je pense que c'était West Blue ou peut-être je me trompe, peut-être c'était North Blue. Bon bref, on en apprend un peu plus étant donné que ce héros se serait a priori battu contre Kaido afin de protéger son village et il aurait a priori péri lors de ce combat et on n'aurait apparemment pas retrouvé son corps. Du coup, on a donc Yamato et son équipe qui sont venus rendre un dernier hommage sur la pierre tombale de ce soi-disant héros dont on ne connaît pas encore l'identité. Moi je pensais qu'il s'agissait probablement de Anafunda, le père de Uchi et Pejuan, mais il semblerait que non, étant donné qu'on sait que Anafunda a péri lors d'un combat face aux pirates lorsqu'il s'apprêtait à rentrer sur Wano. Bon, qui est ce héros? Franchement, moi je n'ai pas envie de réfléchir à ce sujet. Du coup, on va entrer en plein dans ce qui nous concerne dans ce chapitre 1157, étant donné qu'il y a encore 2-3 dingueries. Cette vidéo va donc se diviser en deux grandes parties. Dans la première partie, on parlera des actions des Rocks et de leur puissance avant God Valley. Et dans la deuxième partie, on fera une théorie sur God Valley. Les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Et commençons directement avec la première partie de cette vidéo qui concerne les actions des Rocks avant God Valley. Ce chapitre 1157 de One Piece débute avec l'activité des Rocks en train de piller le temple fédéral de la bienfaisance internationale qui prétend défendre les droits des enfants démunis. On va donc comprendre grâce à Big Mom que ce n'est qu'une couverture, étant donné que selon Big Mom, ces gars n'avaient en fait aucune intention de donner quoi que ce soit aux enfants. Du coup, on va donc découvrir quelques pages où on verra les Rocks et leurs potentielles capacités. Et donc, on découvre déjà une Big Mom qui est âgée de 22 ans et qui est accompagnée de Zeus et de Napoléon. Ça prouve que Big Mom en termes de puissance, elle n'était peut-être pas encore à son prime, mais elle s'en rapprochait déjà fortement. On a un Don Malone là qui franchement me fait vraiment penser à Capone Gang Beach, étant donné que Don Malone utilise des armes à feu et il tire un peu sur tout le monde. Et on a aussi là un Shiki avec son fruit flottant. Les mecs, très sincèrement, je ne pensais pas qu'on aurait dans le manga Shiki, mais surtout avec ce fruit qui lui permet de flotter. Mais les mecs, je ne pensais vraiment pas que Oda allait introduire ça dans le manga comme on avait vu dans le film Strong World. Du coup, on a donc Shiki qui là pour le coup joue le trouble fait des pirates des Rocks, étant donné qu'il fait un peu de farce à tout le monde. Et là, il a osé faire une farce au légendaire Newgate quand même, les gars. Barbe Blanche dans ce chapitre, les mecs, il faut quand même le noter. Mais le gars, il a un flow. Les gars, il a un charisme de fou. Surtout avec sa veste noire là et tout. Non, il a un flow de fou. Et là, le mec, il va utiliser le Gura Gura no Mi. Et là, les mecs, on peut comprendre que Barbe Blanche avait déjà son Gura Gura no Mi. Et donc, on a un Barbe Blanche qui a donc causé un tremblement sur toute la zone, étant donné que Shiki l'avait piégé dans le sous-sol aux côtés de Kaido et de Hache d'Argent, donc Rio, et il avait lâché une bombe. Du coup, Barbe Blanche a donc lâché son Gura Gura no Mi qui a complètement fait trembler toute la zone. Et on peut remarquer que Kaido déjà à l'époque était jaloux du fruit du démon de Barbe Blanche. Il enviait Barbe Blanche et il voulait déjà avoir un fruit du démon du genre cool, du genre très stylé. Donc l'obsession de Kaido pour les fruits du démon, elle n'est pas née comme ça. Elle a date depuis longtemps. Kaido, en fait, depuis qu'il est jeune, il veut avoir un fruit du démon très stylé. Et là, Barbe Blanche va lui conseiller de vraiment bien choisir avant d'avoir ce fruit du démon, étant donné que lorsqu'il aura ce fruit du démon, ce fruit du démon lui sera attribué pour toute la vie. I don't want peace. I want problems always. Bon les gars, parlons un peu du rapport de force. Étant donné que dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le 1156, on nous avait dit que le clash qui opposait Gap à Roger était un clash de niveau Gecko Moria. Bon les mecs, du coup là moi je me pose une question. Quel serait le niveau des commandants de Rocks dans ce chapitre 1157? Quel est en fait le niveau de Barbe Blanche? Moi je me dis bon, Barbe Blanche peut être niveau Crocodile, bon, potentiellement niveau Full Body, Django, moi je sais pas, c'est pareil Big Mom.
Ne faites pas rire, les gars, et acceptez votre défaite. Chaque chapitre, c'est la PLS, gars. Les mecs, dites-moi que ce barbe blanche-ci ne tabasse pas un amiral, les mecs. Rien que de par ce fit, le charisme, déjà rien que le charisme, tu lui donnes la victoire. Tu n'as même pas besoin de voir le combat. Le mec, il est tellement charismatique que tu lui donnes automatiquement la victoire. Mais les gars, c'est barbe blanche, les mecs. C'est Newgate. Pour être franc, les gars, bon, moi, en fait, c'est assez compliqué d'estimer le réel niveau de barbe blanche dans ce chapitre. Mais je tiens quand même à souligner que dans ce chapitre, c'est-à-dire pas dans ce chapitre, mais dans ce début de chapitre, barbe blanche a l'âge de 28 ans. Et à 28 ans, les mecs, bon, quand on voit ce qu'il est capable déjà de faire grâce à son fruit du démon, moi, je dirais qu'il est minimum niveau amiral, pour ne pas dire potentiellement niveau Yonko. Le mec, il était déjà surpuissant. Bon, je pense que niveau Yonko, peut-être, bon, en fait, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il est minimum niveau amiral. Et c'est potentiellement pareil pour Big Mom. Parce que franchement, les mecs, vous n'allez pas me dire que King peut se faire ce barbe blanche là, ou Katakuri ou Marco peut se faire ce barbe blanche là, ou cette Big Mom là. Non, je suis vraiment pas d'accord. Donc ces mecs là ont minimum le niveau amiral, même si je pense que barbe blanche peut être potentiellement niveau Yonko. C'était un court passage, on y reviendra dans une autre vidéo pour parler des rapports de force, surtout qu'il y a une pause la semaine prochaine. Donc les mecs, on va continuer l'analyse et la review de ce chapitre. Bon, on va finir la partie sur les rocks étant donné qu'on s'y est déjà trop attardé. Du coup, lorsque Barbe Blanche a utilisé son Gora Gora no Mi, on peut voir un Kyo, c'est-à-dire H d'argent, qui était assez en colère contre Shiki, parce qu'il ne faut pas l'oublier, H d'argent a été introduit et présenté comme le rival de Shiki. Ce sont deux Yakuza. Du coup, là, dans ce chapitre, on peut donc voir un combat en fait entre H d'argent et Shiki, comme on peut le voir régulièrement entre Zoro et Sanji. Bon, ça ne peut pas surprendre, mais quoi qu'il en soit, on voit un Rox qui gère quand même assez bien son équipage, étant donné que même s'ils se tapent les uns les autres, même si Shiki fait régulièrement des coups bas, mais in fine, ils finissent toujours tous par suivre Roxy Xebec, et ça prouve un peu le charisme de Roxy Xebec. Ça prouve que le mec tenait quand même assez bien son équipage. Du coup, la marine va se pointer. Barbe Blanche va suggérer qu'il y a potentiellement eu des fuites d'informations pour que la marine arrive aussi vite, et donc Rox va leur demander de couler les flottes de la marine là où on voyait un Roger qui lui déjà n'a jamais réussi à couler le navire de Garp, et en plus de ça, quand il voyait la marine, il fuyait. On va donc nous énumérer les faits d'armes de Rox qui lui ont valu l'épithète du plus grand pirate de son temps. Et donc en seulement 2 ans d'existence, l'équipage des Rox a lancé 16 attaques et coulé 76 navires. Là c'est déjà une dinguerie, mais ce n'est pas tout. Écoutez très bien. Les gars ont brûlé 14 ports, détruit 5 villes, renversé un pays, provoqué 3 affaires spéciales violant l'article 18 de la loi mondiale et effacé 25 casiers judiciaires. On nous dit même que le futur roi des pirates, donc Goldie Roger, naviguait sur ces mers, mais Xebec était le GOAT, était le roi. Les mecs, quand je vous dis que Xebec était au-dessus de Roger, il faut comprendre ce que je vous dis, les gars. Xebec, c'était pas un enfant, et on le voit là utiliser son sabre avec le haki des rois et tout. Rox les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour God Valley. Avant d'entamer la deuxième partie de cette vidéo qui concerne la théorie sur l'incident de God Valley, on va d'abord faire un bref résumé sur la suite du chapitre. On y découvre un Harald sur une île du Nouveau Monde, l'île de Enishi. Bon, petite précision, je ne savais pas que lorsqu'on n'était pas affilié au gouvernement mondial, on était considéré comme des scélérats, comme des criminels. Bah, a priori, c'est ce qu'il en est des îles qui ne sont pas affiliées au gouvernement mondial. Harald se retrouve donc face à un dilemme. Soit il aide le peuple qu'il avait aidé autrefois lorsque Erbaf traversait une crise, mais en faisant ça, il se met à dos le gouvernement mondial. Dans son plan d'affilier Erbaf au gouvernement mondial se verra donc compromis, car je ne sais trop pour quelle raison Harald veut intégrer le gouvernement mondial. Après, moi je me dis qu'il voulait peut-être intégrer la rêverie pour changer les choses de l'intérieur, étant donné que Sengoku va nous dire dans ce chapitre que Harald c'est un homme qui a un bon fond. Du coup, il veut vraiment changer les choses. C'est assez bizarre parce qu'on voit quand même un barbe noir, pirate, chef de la ruche qui lui aussi veut intégrer le gouvernement mondial et la rêverie. On ne sait pas pourquoi ils tiennent tant à faire ça, mais potentiellement en intégrant la rêverie, ils seront capables de changer les choses de l'intérieur. Bref, pour en revenir sur Harald, lorsqu'il va voir le membre du gouvernement mondial buter de sang-froid une femme de l'île qu'il souhaite protéger, bah là, il va perdre son sang-froid et détruire le navire du gouvernement mondial. Le World Economic Newspaper décrira donc Harald comme un criminel qui n'a pas hésité à détruire un navire du gouvernement mondial. Tous ces événements-là, Harald va les rapporter à Roxy Xebec, et Xebec encore une fois va proposer à Harald de s'allier à lui. Il va encore une fois se confronter à un autre refus de ce dernier. Du coup, on découvre un Harald avec le Congo Liban. Les gars, Harald s'est fait la boule à zéro. Bon, apparemment, ce serait pour lui une façon de prouver au gouvernement mondial qu'il est vraiment déterminé à intégrer le
le gouvernement mondial. Et là, il va dire à Xebec que même Gap s'est moqué de moi. Bon, là déjà, on apprend que Gap et Harald se connaissaient. Potentiellement, les deux entretenaient une bonne relation. Et pour un personnage comme Gap, connaître autant de monde puissant, ça prouve que le mec, de toutes les façons, moi je vous ai dit, attendons juste God Valley, vous allez voir qui est Gap. Cependant, on a aussi un Xebec qui va lâcher quelques mots sur Gap. Il va nous dire que Gap est connu pour détester ses supérieurs. Et selon Xebec, Gap devrait normalement rejoindre la piraterie. On apprend ainsi de la bouche de Harald que quelques géants comme John Giant ont déjà grossi les rangs de la marine. John Giant, c'est ce géant que Barbe Blanche avait one-shot sur Marineford, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Au quartier général de la marine, on peut voir l'amiral Kong, le vice-amiral Sengoku, le vice-amiral Tsuru et le vice-amiral Gap en train de discuter. C'est quand même assez rafraîchissant de voir ces gars-là étant jeunes. Franchement, c'est assez rafraîchissant, il faut quand même se le dire. Du coup, on a un gars qui veut faire intégrer les géants dans la marine et même dans le gouvernement mondial. Et il exige même à Kong de faire intégrer les géants comme étant affiliés au gouvernement mondial. Ce à quoi Kong va lui répondre qu'on lui a répondu au gouvernement mondial de façon négative et que ça ne dépendait pas de lui. Ces officiers de la marine lâcheront quand même deux mots sur une potentielle alliance entre Harald et Xebec. Pour eux, ce serait impossible pour la marine de gérer deux monstres pareils. Encore une fois, c'est pour vous montrer à quel point, selon Oda et selon même les personnages de l'univers de One Piece, Harald, c'est un monstre de puissance presque égal à Rocksteady Xebec. Sur la ruche, on y découvre une Shakuyaku dit Shaki, ancienne capitaine de l'équipage Kuja, qui a décidé d'abandonner son poste de capitaine de l'équipage Kuja pour débarquer et s'installer sur la ruche. Elle dira « Je suis une pirate », du coup la marine continuera de me pourchasser. Donc elle débarque sur la ruche pour avoir une certaine protection. Du coup elle va y ouvrir un bar et tout le monde sera complètement fou d'elle, complètement amoureux d'elle. Donc Xebec, Barbe Blanche, Don Malone et même Shiki. C'est pour vous dire un peu à quel point cette femme captivait. Franchement, mais qu'est-ce qu'elle avait pour captiver autant de monde, autant de pirates légendaires. Et donc on va la qualifier de trésor de l'île de la ruche. Autre chose, j'ai trouvé ça un peu marrant de voir Oven et Katakuri tout petit aux côtés de Big Mom. Et là, j'aimerais préciser que nous sommes il y a 42 ans sur la timeline de One Piece. Et pour terminer le chapitre, on aura donc les 5 Gorosei qui vont demander de dire au roi Harald que s'il veut faire affilier Erbaf au gouvernement mondial, il va devoir tuer Rocksteady Xebec. Du coup, je vais vous donner ma théorie sur l'incident de God Valley. Bon, avant tout, j'aimerais revenir sur le trésor de la ruche. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup pour qui ça a déçu de voir que le trésor de la ruche n'est que Shaki. Mais les mecs, moi, je suis complètement satisfait. Étant donné que si on met l'amour devant, franchement, à mon avis, ça justifie un peu tout. Parce que les gars, dites-vous quand même un truc. Shaki a été capturée par un membre du gouvernement mondial et elle a été amenée sur God Valley. Dites-vous quand même que une meuf qui est kiffée par Roger, par Gaban, par Barbe Blanche, par Xebec, ce sont les dragons célestes qui vont s'en accaparer. Et on sait tous comment les dragons célestes sont. Ils vont potentiellement la VIOLER. Donc du coup, on comprend vraiment que ça peut foutre la rage. Donc pour ce qui est de l'incident de God Valley, à mon avis, c'était un plan du gouvernement mondial pour attirer Rocksteady Xebec et les tuer. Étant donné qu'ils ont procédé par plusieurs étapes. Ils ont d'abord commencé par suggérer à Harald de tuer Xebec s'il voulait rejoindre le gouvernement mondial. Encore une fois, Harald se retrouve face à un dilemme auquel il ne saurait comment répondre, étant donné que Harald veut absolument rejoindre le gouvernement mondial et autre part, il considère aussi Xebec comme étant son ami. Puis ils ont capturé Shaki, le trésor de la ruche. Du coup, Xebec, en apprenant que non seulement ils ont capturé l'amour de sa vie pour l'esclavagiser et en plus de ça, ils ont utilisé son meilleur ami pour essayer de le tuer, il est entré dans une rage folle au point où il a débarqué sur God Valley pour massacrer les dragons célestes. Ça en est donc suivi une confrontation épique entre Xebec versus Gap et Roger. Puis à un moment donné, Rayleigh a débarqué sur le front en disant à Roger qu'ils ont réussi à récupérer Shaki, étant donné que Rayleigh a très certainement sauvé Shaki, ce qui a fait en sorte que Shaki se mette avec Rayleigh. Du coup, Roger a quitté le lieu du combat et il est parti avec son équipage. Gap est donc resté face à Xebec et il a combattu Xebec et il a fini par le vaincre.